Jean-Pierre Chevènement, bonjour, merci de nous retrouver à la Fondation Jean Jaurès pour cette Cité des livres à laquelle nous allons nous rendre dans quelques minutes. Avant cela, pour présenter rapidement votre ouvrage, je voudrais vous poser quelques questions. Et la première, c'est est-ce que vous pensez que, comme l'indique le titre de votre livre, qui est au style interrogatif, la France est finie, qu'elle est sortie de l'histoire et qu'elle l'est définitivement? Ou bien est-ce que vous avez encore espoir? Je ne pense pas que la France soit sortie de l'histoire. Mais quand j'ai lu le petit livre de Régis Debray, ou plus exactement la préface qu'il a accordée au discours de guerre du général de Gaulle, où pratiquement il concluait à la sortie de la France de l'histoire, j'ai eu un choc, d'abord parce que j'ai beaucoup d'estime et d'amitié pour Régis Debray, et je n'avais jamais pensé que même Régis pourrait penser que la France était sortie de l'histoire. Tout mon combat, et je pensais le sien, était organisé pour éviter cela. Donc si je me suis dit, même Régis pense cela, alors peut-être est-ce que tu te trompes, ça m'a ébranlé. C'était un petit livre, petite préface, ça a dû paraître en avril ou mai 2010. Le titre, initialement, était L'énigme de notre histoire. Mais mon fils m'a dit c'est un peu prétentieux, donc j'y ai renoncé, et j'ai trouvé Le Grand Paris avec mon éditeur, Claude Durand. Mais Le Grand Paris était pris. C'est un livre très ancien, écrit par Christian Pineau et quelqu'un d'autre, dont j'ai oublié le nom, mais qui certainement se serait opposé, d'après ce que m'a dit Olivier Nora, à ce qu'on reprenne ce titre. Donc il a fallu en trouver un. Donc je dis, prenez Finis Francier, c'est le titre d'un de mes chapitres avec un point d'interrogation. Et Claude Durand m'a justement fait observer que les gens ne parlaient plus latin. Et que c'était mieux de le traduire. Donc il valait mieux le traduire, la France était le fini, mais peut-être qu'il a une connotation un peu décliniste ou pessimiste, qui n'est pas vraiment le fond de ma perception. Je suis plutôt tout entier mobilisé contre cette idée que la France serait finie. Alors il y a une partie d'ailleurs importante à la fin de votre livre, plusieurs chapitres, qui sont des chapitres de proposition, d'indication d'une direction dont on va parler. Simplement avant cela, une question sur ce qui est une date clé pour au moins deux raisons qui sont liées, qui est 1940. Pourquoi deux raisons j'ai trouvé dans votre livre? Parce que d'abord vous en faites la date du moment d'un effacement national, d'un abaissement de l'État, même la dissolution de la République, hein, si on prend ensuite les pleins pouvoirs au maréchal Pétain au mois de juillet. Vous en faites le moment clé de l'histoire contemporaine, c'est-à-dire que la France aujourd'hui vient de là, et deuxième élément, vous en faites également le moment clé parce que un des acteurs qui va naître en quelque sorte politiquement et qui va être un homme très important dans votre vie politique, qui est François Mitterrand, vous dites qu'il a à ce moment-là compris quelque chose et agi d'une certaine manière à partir de cet événement fondateur qu'est la défaite de 1940, notamment dans son fameux Paris pascalien européen dont vous parlez. Par la suite, oui, je le pense. C'est une supposition, mais bien étayée par beaucoup de conversations. Je le pense parce que moi-même, je crois que 1940 est pour moi une date très importante. Je suis né en 1939. François Mitterrand est né en 1916, l'année de Verdun. La boule est tranchée. De Gaulle est né en 1890. On est, je dirais, dans la France de la Troisième République, revancharde, avec sur le dos l'affaire Dreyfus. Le père de Gaulle, d'ailleurs, sera un Dreyfusard, et non pas un anti-Dreyfusard, comme on pourrait l'imaginer. Pas du tout. Je pense que chaque homme se comprend à travers sa date de naissance et ses années de formation. Les Erling Jahre, comme on dit en allemand.
1940, c'est un effondrement sans précédent dans l'histoire de France. Même le traité de Troyes, il y avait encore l'idée d'une légitimité dynastique. Enfin, puis la France était encore qu'assez balbutiement. En 1940, c'est un effondrement, c'est la plus grande armée au monde, c'est la première du monde, c'est une idée de la France immense, et à laquelle chacun se sent en quelque sorte subordonné, et cela s'effondre en 5 semaines. C'est effrayant. Alors moi j'ai vécu ça, j'étais évidemment inconscient, j'étais trop petit, mais enfin j'en ai ressenti l'impact. Hein. Les 3 maisons de ma grand-mère ont été brûlées, enfin j'ai des souvenirs précis de l'occupation de ma mère, institutrice, du jour où la Gestapo l'a convoquée parce qu'elle avait fait un tract avec la postière contre le maréchal Pétain. Et je revois ces années-là, je revois la Libération, je revois aussi la victoire de la France contre l'Angleterre. C'était au football, mais pour moi, c'était formidable que la France puisse encore battre l'Angleterre en 1945 ou 46. Donc j'ai ressenti, j'ai baigné dans cette atmosphère. Vous savez, les marches de l'Est sont quand même très particulières. Nous sommes très près de l'Allemagne, très tournés vers l'Allemagne. On en a appris longtemps la langue. On a vu de près les Allemands. Je les ai vus dans mon village. Ils ont même occupé ma maison. Ma mère me recommandait de ne pas accepter les oranges qu'ils apportaient. C'était en 1943, ils étaient encore en Tunisie. Et j'ai mangé les oranges. Puis on a pu vérifier qu'on en disait beaucoup trop de mal, que finalement ces Allemands n'étaient peut-être pas aussi mauvais qu'on le prétendait. Donc je pense que 1940, c'est quand même une date tournante, et puis je crois que la suite l'a montré. L'impact est à long terme, je dirais. Et alors, j'ai justement une question, moi ça m'a frappé parce que vous ne le citez pas dans le livre, mais il y a un historien qui vient immédiatement à l'esprit quand on lit votre rapport à 1940, à l'Allemagne et donc à l'Europe, la France et l'Allemagne dans l'Europe, et le problème allemand qu'a subi la France pendant des siècles par rapport donc à la domination de l'Europe et à l'importance de maintenir l'Allemagne dans un état de division, etc., qui s'est défait évidemment au XIXe siècle avec l'unité allemande, c'est Jacques Bainville. Parce que, moi je fais l'hypothèse que c'est, et ça c'est la relation Mitterrand, que c'est Jacques Bainville qui finalement vous rapproche, Mitterrand et vous-même, parce que vous avez la même, alors une année de naissance, non pas qui est la même, mais dans une période qui est, disons, cohérente, mais je pense que vous avez une vision, je dirais, bainvillienne de la France par rapport à l'Allemagne, de ces deux peuples, de l'histoire des deux peuples, de Bainville, qui sont liés l'un à l'autre par une forme de dialectique extrêmement complexe, et je crois que c'est ça qui vous a sans doute en partie rapproché, alors que vous vous êtes divisé politiquement, bien évidemment, sur l'interprétation, et c'est là aussi que je dois vous emmener, de la question européenne, puisque c'est là votre fracture, je dirais, profonde avec François Mitterrand a lieu aussi sur cette question. Oui, mais il n'est pas douteux que François Mitterrand avait un sens profond de l'histoire, une matière qui l'intéressait. Et vous avez tout à fait raison sur un point, c'est que quand on lit Pèlerinage en Thuringe, un article écrit par François Mitterrand en 1940 dans le wagon, qui l'emmène en captivité et qui sera publié ensuite dans une revue de Vichy en 1941, vous avez des considérations sur 150 ans d'erreur qui ne sont pas sur la Révolution française, hein, mais qui sont sur notre politique à l'égard de l'Allemagne. Exactement. Et Mitterrand fait remonter à la dissolution du Saint-Empire romain germanique le début des malheurs de la France. Et ça, c'est la lecture de Bainville. Ça n'a jamais été vraiment la mienne, je dois dire. Et encore, dans mon livre, je critique Sloterdijk en disant qu'on ne peut quand même pas imputer la catastrophe du nazisme à Napoléon, ça me paraît un peu excessif. J'ai quand même plutôt une approche marxiste, si je puis dire, de l'histoire. C'est-à-dire que je vois l'échec de la révolution libérale en Allemagne, je vois l'unité faite d'en haut, je vois la social-démocratie tenue à l'écart par le Second Reich,
jusqu'en août 1914, j'ai une lecture, me semble-t-il, assez différente de celle de Bainville. Mais il se peut que, ayant lu Bainville comme, je dirais pas comme tout le monde, mais enfin ayant lu Bainville il y a très longtemps, il y a plus de 40 ans, j'ai mieux compris la manière dont Mitterrand raisonnait. Alors pour autant, nous nous sommes trouvés en désaccord sur la manière de faire l'Europe. Pas tellement sur l'Europe, je dois dire, parce que l'idée de l'Europe, moi, ne me choque pas du tout. Non, tout à fait, on le voit bien dans le livre d'ailleurs. Les peuples européens me paraît une idée de bon sens, d'autant que nous sommes dans un monde dominé par les États-Unis, encore la Chine, les puissances émergentes. Donc l'idée de rapprocher l'Europe, les pays d'Europe ne me choquent pas. Ce qui m'a choqué, c'est la confusion entre le logiciel néolibéral et la construction européenne à partir de 1983, à travers l'acte unique, la libération des mondes capitaux, pour moi, était quelque chose d'impensable. Et qu'est-ce qui fait que François Mitterrand a accepté, vous le dites dans le livre, mais si vous pouviez nous le synthétiser rapidement, a accepté finalement ce tournant libéral? Alors, je pense que François Mitterrand avait des gens qui, auprès de lui, lui conseillaient de sortir provisoirement au moins du SME, de faire une grande évaluation. Et le plus influent d'entre eux n'était pas gouvernement, c'était Jean Riboud, qui avait des attaches étroites avec la Banque Lazare, et avec les Américains d'ailleurs, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont, donc avec la Banque américaine. Et puis il y avait des gens comme Joubert, moi-même. À un moment, Rocard a préconisé aussi une forte évaluation en 81, enfin c'est lui qui le dit. Hein. Donc il y avait des gens, mais assez dispersés, pas organisés. Alors qu'au sein du gouvernement, il y avait, comme l'a dit Jacques Delors, une alliance de fer entre Matignon et Rivoli, entre les deux cabinets de Pierre Monroy et de Jacques Delors. Ils se réunissaient chaque semaine. Et pour eux, l'axe du projet socialiste, le changer la vie, mais simplement l'idée d'une transformation de la société française qui se ferait à rebours de ce qu'on voyait triompher dans le monde extérieur, c'est-à-dire Reagan, Thatcher aux États-Unis, en Bretagne, et puis Kohl succédant à Schmitt en Allemagne à la fin de 1982, cette idée leur paraissait une hérésie totale. Et au fond, ils n'ont eu de cesse que de conduire la gauche à ce retournement. Et Mitterrand a beaucoup hésité, il nous réunissait presque chaque semaine avec tous ses ministres, compétents en matière économique ou industrielle. Donc nous échangions des points de vue. Moi j'essayais d'initier Mitterrand à la théorie de la monnaie, je trouve ça rétrospectivement très amusant. Mitterrand avait l'air d'essayer de comprendre. Je crois qu'il avait beaucoup de peine à comprendre parce que c'était vraiment pas un économiste. Il avait beaucoup de peine à comprendre, il a hésité. Je pense qu'au départ, il voulait sortir du SME. Puis il s'est laissé convaincre par le gouvernement, par la Banque de France, par la direction du Trésor, par la Commission européenne, par Kohl, etc., qu'il n'avait pas la marche pour cela. Donc il s'en est expliqué par une petite phrase. Il a dit « Je n'ai pas voulu isoler la France en Europe ». Et je pense qu'il a pris cette décision à contre-cœur, après avoir proposé notamment à Bérégovoy de devenir Premier ministre pour faire l'autre politique. Comme il l'avait proposé à Pierre Monroy qui l'a refusé. Ne parlons pas de Jacques Delors. Hein. Et à la fin, il est revenu vers Monroy parce que finalement, c'était la pièce qui restait. Quoi. Et alors, pour terminer cet entretien, aujourd'hui, la crise, dans ses multiples aspects, la crise financière, économique, la crise grecque, de la dette publique, jusqu'aux crises géopolitiques dans le monde arabe, les révolutions, entre guillemets, arabes, finalement, est-ce que vous pensez que cela vous donne raison historiquement par rapport à cette longue histoire dont on a donné quelques étapes, hein, bien sûr, rapidement, ou est-ce que vous pensez que finalement, ou est-ce que ça vous amène à modifier votre jugement? Quel est votre... Alors, ce serait prétentieux de dire que ça vous donne raison. Mais au-delà de... mais en même temps, ça ne m'amène pas à modifier mon jugement. Voilà. Je pense que ma grille de lecture
rend compte de ce qui se passe. Je pense que la globalisation, qui a consisté à supprimer en quelque sorte tous les obstacles de toute nature, les contrôles, les réglementations financières, les tarifs, tout ce qui a fait du monde une grande cuvette comme cela, où pratiquement les oscillations pendulaires échappent à tout contrôle, parce qu'il suffit de secouer un peu pour se rincer les pieds. Tout ça, ça m'amène à penser qu'il faudrait remettre de la viscosité dans le système. Il faudrait taxer les mouvements de capitaux, restaurer certains contrôles. Je pense que certains contrôles des grandes opérations d'investissement, etc., sur le bon sens, ne serait-ce que pour ralentir le rythme des transactions sur le marché des devises ou sur le marché des matières premières. Je pense qu'on manque de contrôle, hein, et que si on veut restaurer le politique, il faut restaurer les contrôles. Et si j'ai fait cette description de la dérégulation, qui, en Europe continentale, a pris la forme de la construction européenne, à travers l'acte unique et le traité de Maastricht, c'est parce que je veux rendre conscient mes lecteurs, et bien sûr les électeurs socialistes, les militants socialistes, qu'il faut, je dirais, remettre des bandelettes, ou alors enlever les bandelettes. Hein, on peut prendre l'image dans les deux sens, mais cette dérégulation me paraît néfaste. Il faut rétablir des formes de régulation, de réglementation au niveau de la vie économique qui permettent à nouveau à des instances démocratiquement élues de rendre aux hommes le contrôle de leur destin. Enfin, ce sont des grands mots, mais je pense que globalement cette dérégulation, qui a quand même abouti à la crise de 2008-2009, dont on n'est pas sorti, je pense que tout le monde voit bien que cette crise est encore largement devant nous. Je pense qu'elle devrait nous amener à réviser complètement le logiciel néolibéral sur lequel nous fonctionnons encore. Et la France, alors, pour ne pas être finie là-dedans, dans cette cuvette mondiale, qu'est-ce qu'elle peut faire? Je pense que quels sont encore ses moyens? L'avenir de la France ne peut pas se dissocier aujourd'hui de l'avenir de l'Allemagne. Je pense que nous devons penser l'avenir de ce couple qui a été le fond de l'histoire européenne pour le meilleur et surtout pour le pire, je veux dire, depuis 2 siècles. Hein, depuis évidemment, c'était depuis 2 siècles. 1806. 1806. Je pense que nous devons trouver le moyen d'élaborer une vision commune qui aujourd'hui fait défaut à l'Allemagne. Je pense que l'Allemagne n'a pas de vrai projet. Il lui manque un projet, elle n'a pas de politique extérieure, pas de politique de défense, et son expansion boutiquière vers l'Est ne me paraît pas pouvoir être appelé un projet. J'ajoute un pays qui est vieillissant, qui aura forcément beaucoup de problèmes à l'avenir, donc même si aujourd'hui l'Allemagne a une allure triomphante, je pense que c'est un moment et que les Allemands sont beaucoup plus prisonniers de l'Europe qu'ils ne le croient. Et d'une certaine manière, cela donnerait raison à François Mitterrand, parce que Mitterrand a vraiment voulu les enfermer dans l'Europe, les cadenasser dans l'Europe. Je pense que c'est le sens de la politique que François Mitterrand mène de 1989 à 1992. C'est la monnaie unique, dont je pense que les présupposés économiques sont erronés, mais qui politiquement est un calcul, c'est un calcul politique, mais qui pour réussir implique qu'on saute encore beaucoup d'autres pas, et je ne vois pas que cela soit rapidement possible. Autrement dit, il y a une échelle de temps qui ne me paraît pas adaptée. La construction de l'Europe, c'est une affaire d'une longue patience. Et je pense qu'au fond, la question pour nous, c'est de rééquilibrer l'Allemagne, peut-être en nous appuyant sur d'autres Européens. C'est ce que nous sommes d'ailleurs, dans une certaine mesure, en train de faire, plus ou moins bien. Nous sommes un peu trop accrochés aux directions que Mme Merkel donne à travers le pacte de compétitivité. Mais enfin, c'est une affaire qui va se jouer dans les années qui viennent. Il y aura des élections générales en France, en Allemagne, en Italie. Donc, et puis je fais confiance au mouvement de l'histoire. Et encore une fois, je ne conteste pas le grand axe européen. Je pense que là, Mitterrand a une vision qui est juste. Simplement, je ne pense pas que l'axe européen anéantisse les dimensions nationales. Je voudrais qu'on réapprenne
à penser en 3 dimensions. Et d'ailleurs, à bien y réfléchir, je ne pense pas que Mitterrand ait jamais cessé d'être un patriote français, au fond de lui-même, et le gouvernement. Tout à fait intéressant. Mitterrand me répondait, mais écoutez, oui, bien sûr, en Yougoslavie, les Allemands mènent une politique qui est à la fois l'héritage de la politique du Reich et celle de l'Autriche-Hongrie. C'est Mitterrand qui parle. Et je lui dis, oui, alors qu'est-ce que vous répondez à ça? Où en était la France au temps de Charles Quint. Oui. Bon, eh ben on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Jean-Pierre Chevènement.